Petit challenge, en tout cas, petit disclaimer. Combien t'as vendu ce logo? 1002, je crois. Je le dis jamais assez, mais ça peut paraître logique, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Le logo est une vraie porte d'entrée pour vous. Okay, quand une entreprise démarre et qu'elle a su vous faire confiance une fois, quand vous êtes à la base de ces fondations-là, ben, si vous avez bien fait le job, faites attention, si vous avez bien fait le job, derrière, c'est du pain béni parce que c'est un client qui revient. Un client qui rachète, c'est beaucoup plus intéressant et ça demande beaucoup moins d'énergie que d'aller chercher un nouveau client. Hello, chers designers, bienvenue dans cette étude de cas de Brainy. Bienvenue, on est avec Marie-Olive, qui est une élève de la formation Logo Maker Skills, qui a suivi l'accompagnement. On va regarder un petit peu ce qu'elle a fait pendant son accompagnement, où est-ce qu'elle en était, quels étaient ses challenges juste avant d'entrer dans l'accompagnement. On va la laisser se présenter, 10 petites secondes pour qu'il puisse te connaître et ensuite on reviendra sur ton parcours et sur comment est-ce que tu as finalement shifté parce qu'il y a une belle évolution. Regardez bien cet enregistrement jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir voir comment est-ce que Marie a pu évoluer dans son design. Hello Marie, bienvenue dans cette étude de cas. On t'écoute. Qui es-tu, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais depuis combien de temps? Alors moi je suis ancienne sportive de haut niveau dans le hand. Je suis graphiste freelance depuis une dizaine d'années. Je suis spécialisée dans le monde du sport du fait de mon expertise d'ancienne sportive. Et je fais surtout du digital, d'affichage pour les clubs, pour les fédérations. Voilà, tout ce qui est retouche photo, je suis plus Photoshop et ça qui me manquait, ce côté logo où je pataugeais un peu dans la semoule et j'avais besoin de passer sur le cap supérieur, donc c'est pour ça que j'ai choisi la formation. Yes, quand tu dis je pataugeais dans la semoule, qu'est-ce que tu vivais concrètement? C'est quoi les trucs qui étaient bloquants pour toi? Je passais des heures sur Google en train de chercher des idées, je savais pas forcément ce qui était harmonieux, pas harmonieux, en gros je bloquais sur ma phase de création, sur la phase de réalisation. Je faisais des choses, mais je n'aimais pas trop ce que je faisais non plus. Et puis je me positionnais pas en tant que créatrice de logo, quoi. C'était plus pour aider ou voilà, il me manquait quelque chose, quoi. Ok, c'était le petit truc que tu proposais éventuellement vous voulez un petit logo, allez ok on vous fait un petit logo, c'est ça? Ouais voilà, c'était pas trop cher, et puis je me sentais pas non plus de faire des choses, des devis très conséquents par rapport à mon savoir-faire, donc voilà, c'était un peu un package global et ça me plaisait pas trop, donc j'ai besoin d'évoluer aussi dans mon métier, donc c'était aussi l'occasion. Ok, qu'est-ce que ça te permet de projeter finalement quand tu montes en compétences derrière? Je sais que je vais proposer, c'est pas juste je vous fais un logo, c'est un suivi, c'est un brief, c'est des documents qui font professionnel, qui font... Parce que aussi on va établir un devis qui peut être assez conséquent, donc derrière il faut justifier aussi cette chose-là. Donc si on arrive, on dit juste je vais vous faire 3 propositions et puis on verra à la fin si ça passe. Non, il faut amener le dossier création de logo de façon à ce que le client accepte le prix avec la prestation. Et voilà. Ok, donc tu vois ça comme une vision un petit peu plus de hauteur maintenant aussi. Tu as parlé un petit peu de confiance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Qu'est-ce que ça crée chez toi de pas finalement être très clair sur ta créativité, en tout cas sur ta capacité à créer des logos harmonieux? Tu disais que du coup c'était un petit peu quelque chose, tu proposais ça en side project, mais pourquoi est-ce que finalement tu l'as pas fait avant en fait? De faire la formation? De te poser les bonnes questions justement sur ton design. Parce qu'en fait, vu que c'est pas quelque chose qu'on me demande souvent, je me dis je le ferai plus tard, même si c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quelques années, parce que ça fait un moment que je suis en contact avec toi. Après, j'avais aussi le budget qui bloquait, donc là, tout s'est mis, tous les feux verts se sont allumés. Donc du coup, je dis c'est maintenant, et puis même si c'est pas le bon moment, parce que j'avais quand même beaucoup de travail, il faut que je le fasse maintenant, et puis on avisera en temps voulu. Intéressant. Déclic, quoi. Justement, tu as fait la formation, tu as eu du travail en même temps. Comment tu as géré cet équilibre entre ok, je travaille en même temps, je fais ma formation? Comment est-ce que tu as géré ça? On va dire que c'est une discipline à s'instaurer quand on veut réussir quelque chose. C'est un peu mon côté sportif aussi, où j'aime bien les challenges, et quand je commence quelque chose, en général, j'aime bien le finir et
la meilleure des manières. Alors je fais ce que je peux, mais je pense que c'est de la discipline. Il faut se dire, ouais, voilà, là je m'y mets une demi-heure, là je fais ça, là je fais se programmer des plages horaires. Mais ça, tu l'as très bien dit aussi au sein de la formation, donc il faut respecter aussi les consignes que tu donnes, donc ouais, tout va bien. T'as suivi le process. Ok, ça Voilà. va. Tu m'as bonne élève. Voilà, c'est ça. Alors, faut pas réinventer la roue, c'est toujours le même truc. C'est que quand il y a un chemin qui marche, suivez-le. Ok. Et ensuite, quand on a suivi le chemin, qu'on a réussi, là, on peut casser les codes et aller chercher d'autres choses. Au départ, on suit la route pas à pas. Voilà. Combien de temps tu passais à peu près par semaine, par jour dans ta formation? Au début, j'avoue que comme j'avais un peu plus de temps, j'y étais presque tous les jours, ou au moins 4 fois dans la semaine, à regarder la formation. Et après, on va dire que j'ai 2 fois par semaine. Il y a des fois, c'était 1 fois, mais quand j'étais vraiment en mode... j'avais trop de boulot, donc il fallait que je m'organise différemment. Mais globalement, j'ai respecté les délais de formation. Donc. Ok. Je me suis mis un petit coup de pied aux fesses quand il fallait se mettre un coup de pied aux fesses, mais sinon... Ça marche. Voilà. On est si on compte une moyenne et si on doit lisser tout ça, t'es à peu près quoi? Tu dirais quoi? 1 heure par jour sur tout le timing? Peut-être 1 heure tous les 2 jours. Peut-être 1 heure tous les 2 jours. Ok. Ouais, parce que... ouais, bien sûr, t'as pas calculé. Non, c'est pour ceux qui nous regardent et qui se disent finalement comment est-ce qu'on organise son temps. Moi, je sais que la moyenne vue, et ça se réconforte avec ce que tu dis là, c'est qu'on est en moyenne sur entre 45 minutes à 1 heure par jour. Si on lise tout. Parce que bien évidemment, il y a des moments où on va y passer plus de temps. Ça dépend aussi de notre situation. Si vous êtes en activité, vous allez peut-être bloquer une demi-journée par semaine ou alors un petit peu par-ci par-là. La moyenne, c'est ça. C'est autour de une 45 minutes, entre une demi-heure et 1h15 par jour, quoi. Voilà. Ok. Cool. Nickel. T'as eu un client pendant cette formation? Est-ce que tu nous en dis un peu plus? Alors du coup, c'est vrai que cette formation est bien tombée parce que c'est un double challenge pour moi, parce que j'ai réussi à avoir une cliente étrangère, donc une ancienne sportive aussi à peu près le même profil, mais en plus high level, ancienne internationale de foot, qui a monté une entreprise, voilà, qui milite pour les droits du sport féminin dans le sport, dans le business, voilà, donc il lui fallait un logo. Et donc du coup, c'était le challenge de travailler en anglais, de poser des choses en visio, d'expliquer un peu mon ressenti, tout ça. Et son associée était aussi anglaise, donc ouais, c'était un gros challenge pour le langage et pour aussi créer un logo, un vrai support, quelque chose qui leur va bien et qui me disent à la fin, ah ouais, c'est ça qu'on veut, c'est ça, c'est nous. Et le challenge a été réussi, donc du coup, merci Laurent de m'avoir accompagné aussi. Écoute, avec plaisir, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont super importantes quand on gère ce genre de projet. C'est le design en lui-même, certes, donc on a besoin de ce travail-là, et on a besoin aussi de quelle est la structure même du projet et quel est le relationnel qu'on entretient avec le client. Le relationnel fait beaucoup. Et ça, pour toi, ça a dû être un vrai challenge. Et bravo, parce que de relever ce challenge-là, en plus en anglais, écoute, ça, c'est top, quoi. Et je pense que ça va te donner beaucoup de confiance. C'est cool. Est-ce qu'on peut parler un peu plus en profondeur de ce projet, de ce qu'elles attendaient? Parce qu'il y a toujours des subtilités dans la création de logotypes et dans les projets, où parfois, dès qu'on tire un curseur d'un côté, finalement, on tombe dans une tonalité, parfois on tombe dans une autre tonalité. Ici, est-ce que tu peux nous dire quelle cible elles avaient et quel était ce projet globalement? Alors le projet, c'était de monter une plateforme en ligne pour mettre en valeur, on va dire, l'équité des genres dans le sport business. Donc voilà, être transparent sur les salaires des plus hauts chefs d'entreprise dans le sport par rapport aux femmes, donner de la confiance du coup aux femmes via ce site. C'était aussi donner des opportunités de travail. Que voilà, il n'y a pas que les hommes qui peuvent être habilités à tenir une présidence de club de foot ou manager ou des postes à haute responsabilité. Et en fait, le challenge aussi, c'était elle partait de pas grand chose, donc j'avais pas trop d'idées, puis c'était des idées un peu pour moi old school ou un peu stéréotypes, ou voilà, il n'y avait pas trop où est-ce qu'on pouvait aller.
Et au fur et à mesure des échanges, on a un peu peaufiné. Il y a des fois où je bloquais sur des mots qu'ils utilisaient. Oui, on veut que ce soit plus ceci ou plus ça, mais pour moi, c'était pas forcément la même signification. Donc, il a fallu aussi revoir. Voilà, quand vous dites ça, vraiment. Yes. Ça me fait penser à quoi? Enfin, voilà, c'était dur aussi, parce qu'en anglais, c'est pas facile. Pas les mêmes codes non plus. Donc voilà, au final, ça, avec du temps, du travail, des échanges, on a réussi à trouver quelque chose. Ok, super intéressant ce que tu dis et c'est vrai que c'est un vrai challenge à chaque fois pour les designers. Déjà en français c'est très compliqué. C'est toujours arriver à traduire ce que le client a dans sa tête parce qu'il va le dire avec certains mots qui vont être perçus d'une certaine manière par vous-même. Mais derrière, comment est-ce qu'on le traduit? Et c'est vrai que lors des coachings, on a cette capacité de déconstruire, ouvrir le capot du logo et du projet et de se dire ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Où est-ce qu'elles veulent aller? Quelle est leur grande mission? Et qu'est-ce qu'elles entendent finalement par, je ne sais pas, sportivité? Qu'est-ce qu'elles entendent par solidité? Il faut toujours aller questionner et pas rester en surface, que ça vous permet vous-même, dans votre design, à chaque fois d'associer les courbes, les formes, les couleurs à chacun de ces mots, mais finalement qui ont déjà été traduits. Et pas juste le premier mot qui vient. D'accord? Parce qu'un client qui va vous dire, je veux un truc dynamique, ok, très bien, bah faites-moi un triangle, ok. Pour moi, un triangle, c'est statutaire, ça bouge pas. Donc, la question, c'est, ok, qu'est-ce que vous entendez par dynamique, en fait? Ah, ok, c'est parce que c'est des couleurs punchy. Ah, d'accord, ok. Donc, le dynamisme dans la couleur. Et ça, il faut aller toujours chercher, toujours creuser. Qu'est-ce qu'elles entendent et qu'est-ce qu'ils cherchent par rapport à ça? Alors, il y a le travail du mood board au départ qui peut aider à ça. Et le travail aussi des orientations créatives pendant toute la structuration de la formation par rapport aussi à la recherche de la concurrence qui peut aussi aider. Ok? Cool, bravo d'avoir relevé ce challenge. Vous allez voir en même temps, je vous fais passer les images de ce logo qui est vraiment une belle réussite pour toi par rapport à tout ce qu'on a vu tout au long de la formation. Ça me permet vraiment de voir aussi que tu as cherché tout au long à équilibrer les masses et à la fin, il reste encore quelques challenges. On a fait le point juste avant cet échange et il y a encore des choses, tu vois, qu'on peut toujours aiguiser. C'est ça qui est toujours intéressant, c'est qu'on est toujours dans cette capacité à continuer à progresser et ça, je trouve ça assez magnifique de voir même des designers qui sortent de la formation, arrivent à un niveau et un an après, je les vois encore avec un autre niveau parce qu'ils continuent à itérer. Beaucoup de gratitude pour tous ces designers qui cherchent à performer encore et encore pour donner le meilleur à leurs clients. Gardez toujours ça en tête, donner le meilleur à vos clients. Et de toute façon, ils vous rappelleront derrière obligatoirement. Cool, bravo Marie. Allez, petit challenge, en tout cas, petit disclaimer. Combien t'as vendu ce logo? 1002, je crois. Ok. Pour un premier... Bien déjà. Logo, voilà. Par rapport à la création, j'étais en formation. Bon, en gros, j'ai travaillé plus que prévu, mais c'était le jeu aussi. Puis elles n'avaient pas forcément un budget très développé, même si quand même 1002 ou 1003, c'est quand même assez bien pour une création de logo. Donc on a ajusté aussi les prestations, mais après, j'ai pas compté les heures, sachant que c'était un peu un exercice pour la formation. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est déjà bien et ça te permet aussi de voir deux choses. Quand on crée un peu moins cher que ce qu'on aurait pu facturer, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir facturer 15 000 un client qui de toute façon est calibré sur une création autour de 1000, 2000. D'accord? C'est pas possible. Okay? Il y a un travail de prise de conscience qui peut se faire. On peut amener à faire du x3, ça c'est possible, mais faire du x10, c'est pas possible. Okay? Parce que de toute façon, le contexte client, la valeur que ça va lui apporter ne sera pas suffisamment à la hauteur par rapport à l'envergure de son entreprise. Okay. Donc ça c'est bien déjà. Et il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi pour nous, c'est que ça peut être vraiment stratégique. C'est-à-dire que si toi tu es prête à travailler pour 1200 pour cette fois-ci, parce que ça te permet aussi de nourrir ton portfolio, pour faire grandir ton portfolio et ta notoriété, à ce moment-là c'est bien positionné. Donc toujours pensez à ça. Alors si ça fait 15 ans que vous cherchez à nourrir votre portfolio pour votre crédibilité, non, ok. Et il y a aussi un truc important, c'est tu nourris ton portfolio de quelque chose, d'un projet qui est en parfaite adéquation avec la cible que tu veux viser. Okay, ça aurait été, je sais pas, les paniers de fruits de Jojo, ça aurait pas été super en adéquation avec la cible que tu veux toucher. Un même impact. Ok, totalement. Donc nous, ce que l'on veut aussi, et ce que vous devez chercher à faire pour vous positionner, ok, c'est de faire des logos qui sont en accord avec la cible que vous voulez toucher. Si vous n'avez pas de clients, faites du fictif, c'est pas grave, travaillez-le comme ça. Ok, mais super important qu'on ait de la cohérence et de la congruence dans toute sa communication, dans le positionnement qu'on va avoir. Top, bravo Marie, merci pour cet échange. Un petit mot à ajouter? Je rajouterais, pour faire la formation, ce qui a été le déclic aussi, c'était aussi
d'avoir un autre revenu qui puisse être assez important que de faire des petits dossiers à 300. En trouvant des clients déjà à 1200, 1500, mais déjà on a un autre revenu tous les mois. Voilà, c'était ça aussi que je cherchais, c'était d'avoir peut-être moins de clients, mais plus qualitatif en termes de tarifs et travailler sur des projets intéressants, parce qu'un logo, au final, ok, ça peut décliner aussi sur des chartes graphiques, sur des visuels pour l'entreprise, des signalétiques, des visuels pour, je sais pas, LinkedIn, réseaux sociaux. Ça peut déboucher sur autre chose après, donc c'est vrai que ça peut être un revenu sympa. Un bon point d'entrée pour pouvoir Voilà. déclencher d'autres prestations derrière aussi. Ouais. Ok. Je le dis jamais assez, mais ça peut paraître logique, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Le logo est une vraie porte d'entrée pour vous. Ok. Quand une entreprise démarre et qu'elle a su vous faire confiance une fois, quand vous êtes à la base de ces fondations-là, ben, si vous avez bien fait le job, faites attention, si vous avez bien fait le job, derrière, c'est du pain béni parce que c'est un client qui revient. Un client qui rachète, c'est beaucoup plus intéressant et ça demande beaucoup moins d'énergie que d'aller chercher un nouveau client. Donc c'est ce pourquoi la créa logo, c'est une belle opportunité pour vous. Top. Voilà. Juste une dernière question. Si tu n'avais pas fait la formation, comment tu te serais projeté, enfin, qu'est-ce qui se serait passé finalement dans ton design de logotype dans les prochains mois à venir? J'aurais stagné à dire oui, il y a des petits clients, entre guillemets, ou des gens que je connais pour les aider dans leur logo, mais j'aurais pas décollé, j'aurais pas cherché à aller plus loin et à attirer d'autres clients aussi. C'est ça aussi, c'est vouloir attirer d'autres clients. Rien qu'en le pensant, quelque part, les clients arrivent. Un peu ce côté développement personnel que j'aime bien, c'est si on continue à se dire qu'on n'atteint que des petits clients, on va venir à soi. Alors que si on commence à travailler un peu sur nous, sur se projeter, sur quel client je veux, etc., bah, du coup, ça débloque des choses. Voilà. Par l'expérience, ça arrive, donc je peux en témoigner. La loi de l'attraction, ok. Voilà, Alors, pour ceux qui disent c'est quoi ce truc ésotérique et c'est quoi cette histoire, alors je le rends beaucoup plus pragmatique que ça. Ce qu'elle dit, c'est une réalité, mais c'est pas de l'air en fait. C'est qu'en fait, tout simplement, quand vous rayonnez différemment, quand vous avez confiance en votre design, ou justement vous rayonnez différemment, vous parlez différemment de votre travail, vous allez peut-être plus facilement aller parler de la création de logo. Vous allez en parler avec une posture, une stature, un langage différent. Et c'est à partir de là que vous devenez magnétique. Ce côté j'attire de nouveaux clients est différent. Peut-être qu'elle va utiliser tout simplement sans s'en rendre compte de nouveaux termes. Elle va plus parler de logo, elle va peut-être parler d'image de marque, elle va peut-être parler de symboles, de structuration, de crédibilité. Et ce sont des termes finalement que les clients derrière, avec lesquels résonnent les clients qui sont un petit peu plus élevés en termes de mindset et en termes d'éducation face au design. Donc, bien sûr que ça contribue et bien sûr que ça crée un côté un peu loi de l'attraction. Oui, je débloque de nouvelles opportunités plus larges, plus grandes. Cool! Merci Marie pour ce témoignage. On voit que vous avez toujours cette envie de performer. Si toi qui regardes cette vidéo, tu te poses des questions à rejoindre l'accompagnement, écoute, j'espère que ce témoignage de Marie a pu te permettre de te mettre un petit peu dans ses pompes et peut-être que tu es un petit peu comme elle et que tu te poses ces questions. Tout se passe autour de la vidéo. Je pense qu'on a tout dit. Bravo pour ta progression. Je vous remonte encore une fois les derniers logos. C'était top. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube et dans de prochaines aventures. Salut à vous tous. Ciao. Bye bye.